Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Johan, de me donner cette occasion de partager avec vous cette passion, puisque effectivement, je me suis plongée dans l'étude de ce vaccin et je passe beaucoup de temps sur les congrès et les articles et je suis très contente de pouvoir le partager avec vous. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions et vous présenter le résumé de quelques mois de travail. Alors, je crois que ce qui m'a le plus frappée, parce qu'en fait, je me posais exactement les mêmes questions que tout le monde il y a quelques mois en me disant mais comment c'est possible qu'on puisse parler d'un vaccin alors que ça fait quelques mois que la maladie elle-même a été découverte. Donc, je me suis dit que il fallait que j'aille voir. Et donc, j'ai commencé à chercher et j'ai commencé à être aussi passionnée par ce qui était en train de se passer. Et je me suis rendu compte de la même façon que finalement, ce qui était en train de se passer avec toutes les technologies, la télémédecine, l'intelligence artificielle, etc., en parallèle, était en train de se préparer un monde entier qui était absolument fascinant. Alors, je voudrais partager cette fascination et cet enthousiasme avec vous. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que je suis ? Alors, je suis médecin, je suis immunohématologiste et je vois que le professeur Najman est là et c'est chez lui que je me suis spécialisée en hématologie. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans, enfin je travaille depuis plus de 20 ans en pharmacovigilance, c'est-à-dire la sécurité des patients, la sécurité du sang, des médicaments, des vaccins, des dispositifs médicaux. Je connais très bien le monde de l'industrie parce que j'y ai travaillé pendant des dizaines d'années de l'intérieur. Et je suis la fondatrice de ISOP Israël, c'est-à-dire le chapter, la branche israélienne de la Société internationale de pharmacovigilance. Alors, par contre, je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas généticienne, je ne suis pas immunologiste pure et dure, mais je n'ai aucun intérêt personnel ni conflit d'intérêt dans l'industrie. Voilà, comme ça, j'espère que vous n'aurez pas d'attente de ce que je ne peux pas vous donner. Alors, quel est l'agenda de ce soir? Il est très riche et c'était très difficile pour moi de mettre ça dans un très petit temps finalement. On va d'abord parler de qu'est-ce que c'est que la vaccination, quelques chiffres, et puis ensuite expliquer comment ça marche la vaccination et la réponse immunitaire. Ensuite, on va aller voir quelles sont toutes les technologies qui sont utilisées pour un vaccin, comment on le développe et pourquoi finalement est-ce que c'est incroyable d'avoir un vaccin en un an. Comment on fait pour vous donner un feu vert au vaccin et comment est-ce que c'est financé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire demain, même hier, on peut dire. Des questions-réponses et puis un nouveau mot qui vient d'être inventé qui s'appelle infodémique, c'est-à-dire qu'on avait le pandémique, c'est-à-dire la pandémie, et maintenant on a une nouvelle maladie qui s'appelle infodémique, c'est-à-dire toute la désinformation qui est en train d'exploser. Alors les mythes, les fake news, les complots, et puis on conclura sur l'avenir des vaccins. Alors, quelques mots sur la vaccination au XXe siècle. Alors, c'est une des inventions les plus incroyables. La vaccination, c'est 2,5 millions de décès évités par an dans le monde. Et si on prend juste les États-Unis, depuis la mise en place de leur programme de vaccination, c'est 100 millions de décès évités. Donc, on peut dire que c'est efficace. Alors, ça a commencé, alors on va apprendre comme ça quelques-uns des vaccins. Par exemple, la variole, 300 à 500 millions de morts au XXe siècle. Dans les années 50, on trouve le vaccin et en 80, donc en l'espace de 20 ans, la variole a été éradiquée dans le monde. Et si on parle maintenant de la polio, avec ces centaines et ces milliers et ces millions
et de morts et de personnes qui sont paralysées. Dans les années 50, on trouve un vaccin. Dans les années 94 à 2000, c'est éradiqué grâce aux campagnes de vaccination en Amérique, en Europe, dans le Pacifique. Et il a fallu quand même attendre encore 20 ans pour arriver à le généraliser dans toute l'Afrique et dans tous les petits villages qui pouvaient exister. Et au mois d'août, il y a eu une grande annonce qui disait que la polio était éradiquée en Afrique. Donc voilà, beaucoup de vaccins, la diphtérie, le tétanos, le HIV qui est en cours, le malaria qui est en cours, le Covid en cours, Ebola, la grippe, rougeole, oreillon, rubéole, tuberculose. Tous ces vaccins qui ont fait qu'on a eu tous ces millions de décès évités. Alors, quand on réfléchit au risque de la rougeole, des vaccins, il faut toujours penser au risque de la maladie qu'on évite. Alors voilà quelques chiffres qui ont été donnés par l'OMS. Par exemple, ici, vous avez l'infection par la rougeole. Measles, c'est l'infection, c'est la rougeole. Et ici, les gens qui sont vaccinés. Alors, vous voyez que si on parle simplement en nombre de patients, en nombre de complications pour 100 000 patients, on a 8 000 otites dans les patients qui ne sont pas vaccinés et 0 chez les patients vaccinés. Et pareil, pneumonie, 3 500 contre 0, diarrhée, 6 000 contre 0. Les encéphalites post-infection, c'est 50 contre 0,1 ou 1 patient pour 100 000. La panencéphalite, non, c'est pas le bon chiffre ici. On est plutôt aux environs de 5 ou 50. 0 de toute façon pour le vaccin. L'allergie, 0 pour l'infection, mais bien sûr, les réactions qui sont allergiques au vaccin. La thrombocytopénie qui a un manque de plaquettes qui est de 3 patients pour 100 000. Et surtout les morts. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a des patients qui meurent, et surtout des enfants, qui meurent de rougeole parce qu'il y a eu des campagnes anti-vaccination. Et combien on compte de morts parmi les vaccinés de la rougeole? 0. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que quand on pense aux effets secondaires des vaccins, oui, ça existe, mais il faut les comparer au risque de la maladie qu'elle veut soigner. Alors, comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on est immunisé? On peut dire qu'on est immunisé par le virus. Celui qui a eu la rougeole quand il était bébé ou petit, eh ben, il va être immunisé pour la vie. Et on peut être aussi immunisé par les vaccins sans avoir été malade. Alors, comment ça marche? Alors, un virus, c'est vraiment tout bête. C'est une membrane avec des pics, c'est pour ça ce qu'on appelle les spikes, ce sont des protéines qui sont les anticorps. C'est ça qui rend le virus qui entraîne la réponse immunitaire. Et si vous voyez ces pics de protéines, ces spikes, et c'est ça qui va entraîner la formation d'anticorps, c'est-à-dire les anticorps, c'est excusez-moi, voilà. C'est notre réponse immunitaire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc ici, vous le voyez, alors à l'intérieur de cette membrane, il y a de l'ARN. Et donc l'ARN, le virus, il ne peut pas se reproduire tout seul. C'est un parasite, c'est-à-dire que pour pouvoir se reproduire, il faut qu'il rentre à l'intérieur d'un corps, d'un animal ou d'un homme, et qu'il utilise la machinerie qui est prête chez nous ou chez l'animal pour pouvoir se reproduire. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici, c'est en coupe, vous voyez les spikes, qui fait qu'on l'appelle le corona, et à l'intérieur, l'ARN. Alors, comment ça marche quand on est infecté par le coronavirus? Le coronavirus rentre par les gouttelettes de salive, de différentes façons, et il va rentrer dans la cellule. Donc, ces spikes que vous voyez là, c'est tout autour
du virus vont s'accrocher à un récepteur et vont s'invaginer à l'intérieur de la cellule. Et là, il va relâcher son ARN. Et il va utiliser, donc l'ARN viral va utiliser toute la machinerie qui est à l'intérieur de la cellule et il va fabriquer ces petits virus. Et il va les relâcher dans le sang pour aller de nouveau aller infecter d'autres cellules et se multiplier autant qu'il le peut. Donc, ça, c'est l'infection. Et après, en réaction, quand il rentre dans le sang, il y a la réaction immunitaire. Et la réaction immunitaire, on a ici une cellule qui est un peu comme le gendarme. Elle voit quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a d'habitude et donc elle va présenter cet anticorps du virus, ces spikes, elle va le présenter et elle va l'amener chez le chef des gendarmes. Et lui, ou on va dire même plutôt le général. Et lui, le lymphocyte T, c'est lui qui va vraiment déclencher toute la réponse immunitaire. C'est l'intelligence, c'est le QG de la réponse immunitaire. Il va d'un côté aller activer les lymphocytes B qui vont fabriquer des anticorps. Et vous avez entendu certainement parler ou lu les anticorps neutralisants. Ben, les anticorps neutralisants, ils vont entourer ce virus et ils vont surtout le marquer pour être détruit. Et d'un autre côté, il va envoyer des messages à des cellules qui sont cytotoxiques, qu'on appelle des killers, et qui vont détruire les cellules infectées. Alors, il y a un phénomène parallèle, donc on résume. Le général en chef qui va faire à la fois activer les lymphocytes B pour les anticorps et les cellules cytotoxiques qui vont détruire. Et en parallèle, nos cellules vont garder, des cellules mémoire vont garder en mémoire comment on fabrique. Le problème, c'est que la première fois qu'on est en contact avec un nouvel anticorps, antigène, pour arriver à fabriquer nos anticorps et se battre contre eux, il nous faut du temps, il faut apprendre. Et c'est seulement quand on est vacciné, quand on a eu la première infection et le premier contact avec cet antigène, qu'on est capable de réagir plus rapidement. Voilà ici. Vous voyez qu'ici, entre le moment où on a été en contact et le moment où on fabrique des anticorps, il faut un certain temps parce que le corps apprend. Mais si jamais on est en contact une deuxième fois, alors là, immédiatement, on est bon et on est capable de détruire le virus ou la bactérie. Donc, en fait, c'est exactement le même principe pour la vaccination. Sauf qu'au lieu d'avoir cette courbe en étant malade, on a cette courbe sans être malade. Alors, pour fabriquer ces vaccins, on a mis en place différentes technologies. Et il y a en gros deux types de technologies. Il y a des approches classiques. Alors, vous reconnaissez notre virus du Covid avec ses spikes, même pas de la même couleur, et à l'intérieur son ARN. Et la première approche classique des vaccins tels qu'on l'a fait depuis le début des vaccins, c'est qu'on donne, au corps, on injecte au corps l'antigène lui-même qui est sur un virus qui peut être par exemple inactivé, c'est-à-dire un virus tué. Et c'est par exemple le cas de l'hépatite A, de la grippe, de la polio, de la rage. Et on a une autre façon, c'est que pour d'autres virus, on n'a pas tué le virus, on l'a juste un peu atténué. Enfin, un peu suffisamment pour que ça entraîne une réponse immunitaire, mais pas suffisamment pour que ça rende malade. C'est le cas de la rougeole, rayon rubéole, variole, fièvre jaune, varicelle. Alors, voilà en rouge les sociétés qui travaillent sur cette technologie qui est une technologie qui existe depuis les années 50 et qui évidemment a progressé, mais en tous les cas qu'on connaît et qui prend du temps. Une autre façon de faire, qui est quand même une nouvelle façon de faire, c'est de dire on va injecter juste la protéine qui est l'antigène qui va entraîner la réponse immunitaire.
C'est le cas de, par exemple, du zona, du pneumocoque, de la coqueluche, du méningocoque. Et en rouge, vous avez ceux qui travaillent sur le Covid, Novavax, Sanofi, etc. Et dernière approche, c'est le vaccin virus-like, c'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de virus où il n'y a rien dedans. Il n'y a que la membrane et que les protéines. C'est la façon de travailler pour le vaccin du papillomavirus ou du chikungunya. Et ensuite, on passe à des approches tout à fait nouvelles qui sont les suivantes. On a ici toujours notre petit virus. Et on a par exemple, la première approche, c'est le vaccin qui est le vecteur viral. C'est celui sur lequel on a travaillé pour l'Ebola. En gros, on a un vaccin, un virus qui est complètement anodin, dans lequel on a mis un petit bout d'ARN de notre virus Covid. Donc en fait, quand il va arriver dans le corps, il va se reproduire et avec cet ARN de cette protéine. En gros, cette nouvelle génération de vaccins, elle va nous donner le code. Elle ne nous donne pas l'antigène, elle nous donne le code pour fabriquer l'antigène. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est à partir de l'ARN, on a fabriqué de l'ADN, tout ça en laboratoire, et on a fabriqué un vaccin avec de l'ADN. C'est le cas, par exemple, de vaccins sur lesquels on a travaillé pour H1N1, le SARS, on travaille dessus pour la grippe, le Zika. Et voilà les sociétés qui travaillent sur cette approche-là. Troisième approche, le vaccin ARN, celui que nous allons recevoir tout de suite en tous les cas, celui de Moderna, de Pfizer, BioNTech, de CureVac, Arcturus. On injecte uniquement le petit bout d'ARN qu'on enveloppe dans du sucre, on va dire, dans ce qu'on appelle des polysaccharides, et on l'injecte dans la cellule. Alors, qu'est-ce que ça a d'intéressant, ces nouvelles approches? Premièrement, il suffit d'avoir le génome du vaccin, tel qu'il a été publié immédiatement en janvier, et on peut le fabriquer n'importe où. On n'a même pas besoin d'avoir le virus. C'est-à-dire que quand on fabrique un ARN, un vaccin ARN, on n'a jamais eu le virus dans les mains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ça qui explique qu'on a été si vite. Et c'est beaucoup plus facile à fabriquer, beaucoup plus rapide, et donc ça coûte moins cher. Et donc, c'est une vraie avancée technologique. Alors, l'ARN messager, tout le monde en parle, et comment ça marche? Alors, j'ai trouvé sur Internet une idée très jolie sur laquelle j'ai mis quelques images. En fait, l'ADN, on considère que l'ADN, c'est-à-dire nos chromosomes, ou les chromosomes en général, c'est un livre de cuisine qui est rangé dans une bibliothèque avec plein de recettes. L'ARN messager, c'est celui qui est l'assistant du chef, le commis, qui copie une seule recette de tout le livre de recettes et qui va l'amener au chef. Alors la recette, c'est un gène qui va coder pour une protéine. Cette protéine, c'est l'antigène. Alors, le chef, c'est le ribosome. Le chef, il reçoit la recette, il a tous les ingrédients et il va donc pouvoir fabriquer son gâteau. Et son gâteau, c'est la protéine, c'est-à-dire l'antigène, celle qui va nous activer notre système immunitaire. Alors, on va être un petit peu plus scientifique, c'est-à-dire que dans une cellule, en général, je ne parle pas du virus, dans chacune de nos cellules, à nous humaines, on a notre ADN, c'est-à-dire nos chromosomes, qui a un nombre énorme de gènes. Et quand on a besoin de quelque chose, il y a un seul gène qui va être copié sur l'ARN messager. L'ARN messager sort du noyau, il sort du noyau, et donc
et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur le fait qu'il sort du noyau. Il n'a pas besoin d'être dans le noyau pour aller voir le fabricant de protéines, c'est-à-dire le ribosome. Et le ribosome, quand il va lire cet ARN messager, il va fabriquer à l'aide des ingrédients nécessaires, ici les acides aminés, la protéine. Et les acides aminés, c'est tout ce qui se balade à l'intérieur de la cellule. Donc en fait, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec son ARN messager, il utilise notre ribosome, nos acides aminés, et il fabrique ces petits virus lui-même. Voilà comment ça se passe. Quand on injecte l'ARN, le vaccin ARN, l'ARN qui code pour l'antigène va rentrer dans la cellule. Il va donc faire fabriquer par notre cellule la protéine qui est un antigène, qui apparaît sur notre cellule, et là, activation du système immunitaire, et les cellules du système immunitaire qui, d'une part, vont déclencher la réponse immunitaire, et d'autre part, la mémoire immunitaire qui reste chez nous et qui fait qu'on n'est pas une deuxième fois infecté. Alors, les vaccins anti-Covid. On va être un peu plus précis. Pourquoi est-ce que c'est un exploit historique? Je vais d'abord vous expliquer comment on développe un vaccin d'habitude. Alors, quand on développe un vaccin, on commence d'abord par la recherche fondamentale sur les souris, sur les singes, sur des tas de petits animaux ou de gros animaux. Et donc, on commence d'abord par la recherche fondamentale, déjà pour savoir qu'est-ce qu'on va injecter. Et ensuite, on essaye ça sur des animaux. C'est ce qu'on appelle la recherche préclinique. Ça dure entre 2 et 4 ans. Une fois qu'on a les résultats précliniques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a injecté, c'est pareil pour le médicament, c'est pareil pour le vaccin, c'est pareil pour tous les produits de traitement qu'on va mettre sur le marché. On regarde chez la souris enceinte, on lui injecte des doses très importantes du médicament ou du vaccin pour voir ce qui se passe. Et là, on voit que sur 50, 100 souris, il n'y a absolument rien qui s'est passé sur le fœtus. Alors évidemment, on n'en déduit pas immédiatement que la souris, c'est la même chose que l'homme. Donc comme on n'en déduit pas immédiatement ça, on commence la recherche clinique chez l'homme. La première phase, ce qu'on appelle donc la phase 1, elle dure de 1 à 2 ans et ce sont en général des volontaires sains. Alors pour le vaccin, tout le monde est un volontaire sain, évidemment, mais pour le médicament, on commence d'abord par des volontaires sains. En général, on est à peu près autour de 10 ou de quelques dizaines de volontaires sains. Et là, on teste la sécurité. Ensuite, si on voit que les résultats sont bons au niveau de la sécurité, on passe à la phase 2. Et là, on passe à quelques centaines de patients et on va aller voir quelle dose il faut donner. Alors, on a déjà, bien sûr, une première idée des doses, mais est-ce qu'on donne un tout petit peu plus? Est-ce qu'on donne 2 fois par jour? Est-ce qu'on donne 1 fois par jour? Et donc là, on commence à tester la sécurité et l'efficacité. Et ensuite, si les résultats sont bons, donc vous voyez, ça dure 2 ans, on passe à quelques milliers de patients ou de volontaires pour les vaccins. Et au bout de 2-3 ans, on va voir et l'efficacité et la sécurité. Et là, on peut soumettre le dossier. Écrire un dossier, c'est très, très long. Un dossier de demande d'autorisation sur le marché, ça prend à peu près 1 an pour le préparer. Et pour les agences du médicament, la FDA aux États-Unis, l'agence européenne, etc., japonaise ou n'importe quelle autre agence, ça met à peu près 1 à 2 ans pour lire le dossier, l'analyser et donner le feu vert. Et ensuite, on se met à produire à grande échelle et à distribuer. Donc en gros, ça met à peu près 15 ans pour fabriquer un vaccin. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à fabriquer ce vaccin en 1 an? Alors, en fait, la recherche fondamentale
La recherche fondamentale et préclinique, en fait, elle avait déjà commencé. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà travaillé sur du Covid. Là, on est au Covid-19, donc ça veut dire qu'il y en a eu 18 avant. On a eu le SARS-CoV, on a eu le MERS, donc on a travaillé déjà sur la recherche fondamentale depuis des années. Ensuite, on a commencé à travailler aussi sur les animaux. Par exemple, au nord d'Israël, il y a une société qui a travaillé sur le Covid des poules, parce qu'il y avait une épidémie de Covid chez les poules. Donc, en fait, on a utilisé tout ce développement préclinique pour pouvoir commencer beaucoup plus rapidement la deuxième partie, la recherche clinique chez l'homme. Et là, on a en fait utilisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait se chevaucher différentes phases. Dès qu'on commençait à avoir des premiers résultats sur chacune des phases et qu'on voyait que c'était positif et que c'était efficace ou que c'était suffisamment sûr, alors on pouvait commencer les autres phases. Et en même temps, et c'est là où c'est absolument incroyable, c'est qu'on a commencé à construire les usines de large production et de distribution en même temps. C'est-à-dire que c'était un pari absolument fou, un risque financier absolument énorme qui était pris pour la plupart du temps par les États, par les fondations. On va revenir tout à l'heure sur le financement. Et donc, en sachant que si jamais toutes ces phases-là échouaient, en fait, cette usine de production, elle n'aurait servi à rien. Et donc, on a commencé à fabriquer alors même qu'on ne savait pas si ça allait servir à quelque chose. Ensuite, l'analyse du dossier par les agences européennes, ils se sont engagés à ce que ça dure à peu près 1 à 2 mois. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible de faire le travail de 1 à 2 ans en 1 à 2 mois? La réponse est la suivante, c'est qu'au lieu d'attendre que tout soit terminé pour commencer à analyser le dossier, les agences du médicament ont commencé à analyser à partir de chaque résultat, et y compris, par exemple, les usines de fabrication qui sont vérifiées et inspectées. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres dossiers qui sont passés tout à fait en moindre priorité et qu'on a mis énormément de gens sur ces dossiers. Et donc, on arrive à un développement de ce vaccin pratiquement en moins d'1 an. C'est donc un exploit qui n'est pas seulement un exploit scientifique et technologique, c'est aussi un exploit du fait qu'il y a eu des choses qui ont été partagées, comme par exemple le génome du virus a été immédiatement publié dès qu'il a été décodé par les Chinois. Et donc, tout le monde a pu commencer à travailler. Donc, c'est à la fois technologique, à la fois organisationnel et à la fois de collaboration et un effort financier absolument incroyable. Alors, il y a à peu près 76 vaccins qui sont dans des essais cliniques aujourd'hui. Donc, je ne parle pas du tout de ce qui est préclinique, parce que là, il y en a à peu près plus d'une centaine. Et donc, aujourd'hui, en phase 1, on a 40 essais cliniques, 17 en phase 2, 13 en phase 3 et 6 en autorisation d'urgence. On a 0 qui soit approuvé de façon normale. Donc, on est aujourd'hui dans une autorisation d'urgence avec des conditions extrêmement drastiques. Je répondrai aux questions. Il y aura un moment où je m'arrêterai et on fera une pause de questions-réponses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui vont arriver au fur et à mesure des slides. Donc, en fait, voilà, pour résumer, comment se passe d'habitude ce vaccin, le développement d'un vaccin, la recherche académique, préclinique, phase 1, phase 2, et on commence à fabriquer,
à construire des usines, puis à fabriquer seulement à la fin et à distribuer. Et donc, vous voyez que là, on n'arrive pas du tout, on arrive à 2034. Heureusement qu'on n'a pas attendu ça et qu'on a fait ça en... Vous voyez que c'est écrit en avril, le 30 avril, et c'était prévu pour le août 21, et on était encore capable de faire encore mieux que ça. Alors, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle Operation Warp Speed, qui veut dire l'opération à la vitesse de la lumière. Puis j'aime bien cette expression, ça ne va pas du tout vous parler que des États-Unis, mais en fait, c'est ce qui s'est passé pour la planète entière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que c'est ce génome qui a été décodé et partagé. Ensuite, l'utilisation de ces nouvelles technologies, puisque là, on va donner... on va tout de suite amener la recette pour coder l'antigène. On s'est appuyé sur l'expérience existante. On ne peut pas dire que c'est quelque chose tout d'un coup qui est sorti du chapeau. Tout d'un coup, on a utilisé l'ARN. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur les vaccins ARN et ADN. Et il y a par exemple des essais sur le cancer, il y a des vaccins animaux. Et donc, ces essais qui durent depuis 10 ans, 12 ans ou 15 ans, nous ont servi pour pouvoir accélérer. C'est exactement comme pour la télémédecine, quand je vous avais fait la présentation. Tout était prêt pour la télémédecine, sauf que personne ne voulait se lancer. Et parce que c'est disruptif, le fait de commencer quelque chose de nouveau. Et quand on est obligé, eh ben, on n'a pas le choix. Et ça pousse à l'innovation. Et donc, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur une expérience qui était très forte et très bien construite pour pouvoir passer le pas et mettre à profit toute cette recherche. Et puis, ces phases parallèles et aussi, évidemment, le financement. Comment se passe le financement? Le financement, il s'est passé soit par les États, par exemple les États-Unis, ont donné 11 milliards de dollars à 7 ou 8 sociétés différentes, en leur disant, on vous donne cet argent, c'est une avance sur les doses de vaccins que nous achèterons quand ce sera prêt. Et il y a beaucoup d'États qui ont fait ça, pas seulement des États, mais aussi l'OMS, aussi des consortiums comme le COVAX, comme CEPI, comme les fondations comme Bill et Melinda Gates, qui ont avancé cet argent pour pouvoir fabriquer. Et il y a aussi des industriels qui ont pris eux-mêmes le risque financier. Alors, par exemple, le COVAX, qui est donc une organisation créée par l'OMS, nous dit ça. Le coût du Covid, c'est 500 milliards de dollars par mois pour le monde. Le coût du vaccin, ça va être 2 milliards de dollars pour des doses qui sont distribuées en 2021, pour toutes les doses. Et la recherche va coûter 2 milliards 100 de dollars. Donc, en fait, il faut comparer ces 2 milliards 100 de dollars avec ces 2 milliards d'achats de vaccins, donc 4 milliards 100 à 500 milliards par mois du Covid. Donc, on ne parle pas seulement du gain au niveau de la santé, mais aussi au niveau de ce que nous coûte, puisqu'en fait, tout le monde dit oui, on dépense des milliards pour ce vaccin, mais en fait, on dépense des milliards pour traiter et pour faire face à la crise économique. Donc aujourd'hui, les 5 premiers vaccins qui ont fini pratiquement ou sont en passe de finir, c'est évidemment Moderna, BioNTech Pfizer, AstraZeneca Oxford, Johnson & Johnson Janssen et Sanofi. Et par exemple, AstraZeneca a dit qu'il donnerait son vaccin à prix coûtant. Les autres ont dit que les autres sociétés comme Moderna et Pfizer ont dit que les pays en voie de développement et les pays sous-développés, ou en tous les cas de faible économie, auraient des vaccins à des prix qui n'auraient rien à voir avec les prix qui seraient
qui serait en Europe ou aux États-Unis ou dans les pays riches, qui sera de toute façon quelque chose qui va être à peu près le prix du coût, le coût d'un vaccin de la grippe. Et par exemple, Novartis a dit qu'elle a proposé que tous les médicaments qui sont utilisés aujourd'hui pour traiter le Covid seraient délivrés à zéro profit pour les pays plus défavorisés. Alors, une fois qu'on a fait tout ce développement, une fois qu'on a eu tout ce financement, comment ça se passe pour recevoir l'autorisation ? Aussi bien pour un médicament que pour un vaccin, quand ça arrive dans une agence du médicament, la FDA aux États-Unis, l'EMA en Europe, les agences japonaises, les agences nationales, l'agence israélienne, toutes les agences du monde entier. En fait, on a des évaluateurs de toutes les disciplines, des gens qui sont capables de comprendre les essais cliniques, donc les toxicologistes, les épidémiologistes, des cliniciens de plusieurs spécialités, des généticiens, des immunologistes, des infectiologues, des pédiatres, des pharmacologues, des statisticiens et des méthodologistes, des pharmacovigilants comme moi, et qui sont aussi gestionnaires de risques et qui vont analyser de façon absolument à la loupe tous les effets secondaires et tous les effets potentiels qu'on pourrait imaginer. Les gens qui s'occupent de la qualité, aussi bien de la qualité des essais cliniques que de la qualité de la fabrication. Donc, comme vous voyez, c'est énormément de gens qui se penchent sur… il y a aussi des gens, bien sûr, de santé publique. Donc, et particulièrement pour le vaccin, ces autorisations qui sont des autorisations d'urgence sont soumises et sont autorisées à condition pour les industriels. C'est-à-dire que ces conditions, c'est pas oui, je promets de faire ça, c'est-à-dire qu'elles vont être, c'est un engagement extrêmement serré qui va aussi engager la responsabilité et qui va être suivi par les autorités. Les autorités vont dire, vous avez promis de faire ça à telle date, où est-ce que vous en êtes? Donc, on va écrire des plans de gestion de risque. Ça, c'était mon métier, par exemple. C'est toujours, d'ailleurs. Et donc, il va y avoir un suivi obligatoire des vaccins. Donc, il va y avoir une grande partie de la population des gens qui vont être vaccinés qui vont être suivis à la loupe. En parallèle, on va poursuivre les essais cliniques pour pouvoir être encore plus proche des réactions aussi bien sur l'efficacité des vaccinés, aussi bien sur la sécurité que sur l'efficacité. Il va y avoir toute une surveillance de la logistique, sachant que le vaccin, par exemple, de Pfizer doit être envoyé à moins 70 ou 80 degrés Celsius. Vous pensez bien qu'on ne va pas l'envoyer par la poste. Ça veut dire qu'il va y avoir des traceurs de la température qui vont être inviolables, qu'on ne peut pas trafiquer. Il va y avoir des inspections des usines pour savoir comment c'est fabriqué. Et chaque lot de vaccin qui va sortir devra recevoir, avant d'être mis sur le marché, il va être vérifié et autorisé par les autorités. Donc, comme vous voyez, c'est tout un système extrêmement complexe d'autorisation des cellules par les autorités. Et donc, on a mis en place, il y a bien sûr des centres de pharmacovigilance depuis toujours, enfin depuis en tous les cas les années 60, mais là, on a mis en place des cellules de recueil des effets secondaires qui sont spécifiques pour le vaccin Covid, et dans le monde entier, toutes les agences sont prêtes pour recevoir ces effets secondaires si on voit des effets secondaires graves qu'on espère ne pas voir. Alors voilà ceux qui sont les plus avancés, on en a déjà parlé. Et juste quelques mots sur les vaccins qu'on va recevoir. Pourquoi? Et ceux qui viennent d'être acceptés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on se demande mais combien de gens ont reçu déjà ce vaccin? Alors voilà, pour Pfizer, ce vaccin vient d'être autorisé le 2 décembre en Angleterre. Et donc, il est attendu pour le 10 décembre aux États-Unis et en Europe.
combien de personnes ont reçu ce vaccin? 200, puis 960, puis 43 000 volontaires. Il y a des enfants, parmi ces volontaires, il y a des enfants qui sont de plus de 12 ans et des adultes de plus de 65 ans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça a été testé aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Argentine, au Brésil. Aujourd'hui, 95% d'efficacité, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été vu. La FDA, par exemple, avait donné comme cahier des charges: on ne regarde aucun dossier de vaccin qui n'a pas atteint au moins 60% d'efficacité. Donc en fait, personne ne s'attendait à ce 95% d'efficacité. Rares effets secondaires, non graves ou modérés. Donc 2 doses, on doit recevoir 2 doses à 3 semaines d'intervalle et ça doit être transporté à moins 70 degrés. Moderna, qui est celui qu'on va recevoir bientôt, qui est attendu 17 décembre, il y a une réunion de la FDA aux États-Unis, et en étude en ce moment en Suisse, en Angleterre, en Europe et dans plusieurs autres pays. Excusez-moi, je reviens. Et donc là, d'abord 105, donc toujours les phases, 105 dans la première phase, 600 dans la deuxième phase, 30 000 volontaires aux États-Unis. Et donc, ils vont commencer bientôt leurs études sur des enfants de plus de 12 ans. Pareil, 95% d'efficacité et des effets secondaires non graves. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous avais dit que dans les phases 3, en général, on avait à peu près quelques milliers de volontaires, de volontaires ou de patients. Là, en fait, c'est aussi ce qui a permis d'aller plus vite, c'est qu'on a mis les bouchées doubles, c'est-à-dire qu'on a embauché beaucoup plus de volontaires. Et c'est ça qui a permis d'aller plus vite. Alors, évidemment, beaucoup de gens se posent des questions sur le vaccin ARN et donc la FDA, si vous allez sur les sites de la FDA ou du CDC, Center for Disease Control and Prevention, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, et ça c'est aussi pour répondre à ce que disait, ce qu'a dit Brigitte en arrivant, que j'allais montrer la face cachée. C'est une face qui n'est pas cachée, c'est une face qui est publiée. Il faut juste savoir aller la chercher. Et aujourd'hui, c'est ça que j'espère aussi vous donner quelques clés pour aller sur les sites des agences afin de trouver l'information. Donc, comme tous les vaccins, la sécurité de l'ARN a été testée rigoureusement avant autorisation. Vous imaginez que quand on met un médicament sur le marché, on a toujours à faire la balance entre, la balance entre le risque et le bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un produit qui est juste pour m'empêcher de me gratter, mais que ça c'est le bénéfice, c'est de m'empêcher de me gratter, et que le risque c'est d'avoir une crise cardiaque, le risque vraiment, le bénéfice-risque, il est très mauvais. Donc, on n'accepte pas de prendre un risque important pour un bénéfice qui n'est pas important. Si on prend un médicament pour le cancer, le risque, c'est de mourir et le bénéfice, c'est d'empêcher de mourir et le risque du médicament, c'est de vomir, c'est vraiment des risques très importants. Mais c'est acceptable parce qu'en contrepartie, c'est pour éviter la mort ou en tous les cas la retarder. Donc, c'est comme ça qu'on analyse le bénéfice-risque. Dans un vaccin, c'est encore pire, puisqu'en fait, les gens ne sont pas malades. C'est juste le risque d'attraper une maladie mortelle. Donc, les critères d'acceptation d'un vaccin sont absolument d'une rigueur absolument folle. Il n'y a aucun ministère de la Santé, aucune agence du médicament ne voudra prendre la responsabilité de mettre en danger des gens qui sont en bonne santé en attendant d'attraper même un virus dans une pandémie. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais absolument dire. Donc, technologie nouvelle et pas inconnue, étudiée depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas de virus vivant.
Il n'y a pas de virus vivant puisque, en fait, on a fabriqué le gène. On l'a fabriqué en mettant des petits morceaux d'acide nucléique. Et donc, c'est complètement synthétique. Donc, il n'y a pas de risque de contamination d'un virus qu'on aurait voulu tuer et qu'on n'a pas bien tué et qui va provoquer la maladie. Et donc, une chose très importante, l'ARN ne rentre jamais dans le noyau de la cellule et il n'agit pas sur l'ADN de la personne. Et d'autant plus que l'ARN est quelque chose de très, très, très fragile et de très labile. C'est pour ça qu'il faut le conserver à moins 70 ou à moins 18. Alors, juste pour vous parler de deux autres vaccins à vecteur viral, qui est celui d'AstraZeneca. Et vous voyez pareil, 1000 patients, 1000 volontaires, 40 000 volontaires, 12 000 volontaires. Johnson & Johnson, 1000 volontaires, 600 000 volontaires, 60 000 volontaires. Et le Sputnik, qui a été approuvé déjà par la Russie, est très critiqué. Pourquoi? Parce que la Russie s'est précipitée avant d'avoir toutes les données. Et donc, les scientifiques ont été un peu choqués par la vitesse à laquelle ils ont voulu promouvoir leur vaccin. Et ça, c'est quand la politique se mêle de la science. Aujourd'hui, il est laissé à Adassa, et c'est peut-être un très bon vaccin. Et en tous les cas, c'est juste pour dire que si on mêle la politique, ça met le doute encore plus. Alors, en Israël, on en est où? Il y a l'Israel Institute for Biological Research qui, lui, travaille sur vecteur viral une seule dose. Il est en fin de phase 1 avec 80 volontaires. Il va commencer sa phase 2-3 en avril-mai. Et avec 10 000 volontaires, puis 30 000 volontaires, on pense qu'on peut prévoir des résultats fin août. Il y a déjà 15 000 doses de produites. Et on a déjà acheté des vaccins étrangers. Donc, en fait, le gouvernement israélien a passé des accords avec Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Et je dois dire que ça m'a un peu épatée. Parce que quand je voyais évoluer la vitesse de ces vaccins et que je me suis dit que avant que ça arrive en Israël, il faudrait d'abord que tous les États-Unis soient vaccinés. Et bien non, on va pouvoir en bénéficier tout de suite puisque on attend le vaccin de Pfizer en décembre. En tout cas, d'arriver en décembre et les premières vaccinations pourraient très bien commencer très rapidement. Alors, et les traitements, juste deux mots. Alors, les traitements qui miment le système immunitaire, c'est-à-dire des anticorps monoclonaux, tels qu'ils ont été produits par Eli Lilly et Roche, c'est le Régénéron qui vient d'être approuvé par la FDA. C'est-à-dire qu'en plus de tous les progrès qu'on a fait sur les vaccins, on continue à faire des progrès sur les traitements. On utilise le plasma des patients convalescents, par exemple à Mayo Clinic, Mount Sinai, mais aussi dans des hôpitaux israéliens, et aussi d'ailleurs avec la société Kamada. J'ai travaillé avec la société Kamada, alors je suis très contente. Et il y a aussi d'autres médicaments. Le dexaméthasone, c'est un corticoïde vieux comme Hérode, qui coûte pas cher et qui est le traitement de choix aujourd'hui pour les malades du Covid et qui montre bien que si on avait dit que on ne voulait pas utiliser des médicaments pas chers parce qu'on voulait absolument utiliser des médicaments très chers poussés par l'industrie, ben là, on a exactement l'antithèse de ça. Il y a un autre médicament qui vient d'être approuvé par le FDA qui s'appelle le Remdesivir. Il y a des cytokines, des inhibiteurs de cytokines. Et en Israël, il y a la société Pluristème qui travaille sur des cellules souches. Et j'ai travaillé aussi pour eux, alors je suis très contente. Alors aujourd'hui, il y a 17 médicaments israéliens qui sont à l'étude dans le monde. Vous n'avez pas oublié que quand on doit comparer le risque d'un vaccin, on doit le comparer bien sûr au risque de la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est les risques?
Eh bien, aujourd'hui, donc ça c'était le 5 décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours. Voilà le nombre de cas de coronavirus et de morts. Et surtout, ce qui est quand même inquiétant, puisqu'on est en train de parler de la 3e vague, c'est que ça continue de monter, aussi bien le nombre de cas que le nombre de morts. Et en Israël, on a un taux de mortalité qui est de 0,8%, donc c'est excellent, et un nombre de cas graves de 2%. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un article qui est paru en disant on a calculé le nombre de morts supplémentaires, d'excès de morts entre 2018 et entre 2019 et 2020, et on regarde combien il y a d'excès de morts. Et on pense que, on estime que le nombre de cas, c'est le nombre de gens qui ont été testés. On sait très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas été testés et qui ont le corona. Et pareil pour les morts, on sait qu'il y a des morts qui n'ont pas été déclarés comme corona et qui sont quand même morts du corona. Donc en fait, on estime ça sur des méthodes statistiques à 500 000 morts supplémentaires. Donc par exemple, pour le monde, ça veut dire 2 millions de morts à ce jour. Pour Israël, on pense qu'il y a 10% de plus de morts que ce qui est vérifié, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport à l'année dernière, ce qui veut dire à peu près 290 morts. Si jamais on fait une projection et que le Covid continue à se répandre et qu'on calcule 0,8% de la population et 2% des cas graves, on arrive à 73 000 morts, et en Israël, je parle, et 183 951 cas critiques. Donc voilà, on a ça en face de nous. Et je ne parle pas de la crise économique, des gens qui sont au chômage et tout ce qu'on connaît. Donc en fait, les hôpitaux complètement surmenés quand il y a des pics de pandémie, les professionnels de santé complètement épuisés. Ça, c'est des images au moment de la crise Italie. Et puis, regardez, par exemple, ça c'est aux États-Unis, à Los Angeles, vous voyez cette queue de voitures interminable de gens qui viennent se faire tester. Donc, les gens qui disent finalement, c'est pas terrible, quoi, c'est manipulé cette histoire de Covid, finalement, on vit très bien. Bon. Ce qu'il y a, c'est que le 0,8%, c'est une statistique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tous égaux devant le Covid. Si on a un diabète, si on a des maladies concomitantes, pulmonaires ou cardiovasculaires ou d'un cancer, là, on a tout à coup un risque qui est multiplié par X. Et si on regarde en fonction de l'âge, vous avez en violet la mortalité, les gens qui sont morts, vous avez en jaune les gens qui sont malades de façon grave, et en rose les gens qui sont sortis, qui ne sont plus malades. Et vous voyez bien qu'à partir de 50 ans à peu près, la mortalité, elle augmente avec un énorme une mortalité beaucoup plus importante à partir de 60, 65 et 80, 90, etc. Donc, il se trouve qu'en Israël, l'âge moyen de la population est de 30 ans, parce qu'on a beaucoup de jeunes enfants, mais ça veut dire que nos populations au-dessus de 60 ans, elles sont très fragiles. Alors, comment est-ce qu'on surveille les effets secondaires? Eh bien, c'est ça la science de la pharmacovigilance. Qu'est-ce que c'est la pharmacovigilance? En gros, c'est la surveillance des effets secondaires, des médicaments, des vaccins, des réactifs de diagnostic. Que ce soit en usage normal ou en surdosage ou en mauvais usage ou bien même par erreur. Et qu'est-ce qu'on fait?
on va identifier les effets secondaires, on va les caractériser, est-ce qu'ils sont graves, est-ce qu'ils ne sont pas graves, est-ce que les gens en meurent, est-ce que les gens ils arrêtent de travailler, ou est-ce que c'est des effets à long terme. Et puis, on va essayer de faire de la prévention ou de faire en sorte que ce soit le moins grave possible. Comment on fait ça? On va dire, eh bien voilà, alors si je parle par exemple du médicament, on va dire, ben, ce médicament-là, chez les patients qui ont des problèmes cardiaques, on ne va pas leur donner parce que ça a un risque un petit peu d'augmenter leurs problèmes cardiaques. Ou alors, on va dire, ce médicament, il est très, très important, il sauve des vies humaines, mais d'un autre côté, il peut donner des problèmes de foie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, eh ben, chaque fois qu'on donne ce médicament, on va mesurer tous les enzymes du foie régulièrement pour voir très, très vite s'il y a un problème, pour pouvoir arrêter le médicament. Et surtout, on communique et on éduque. Et c'est ça. C'est exactement ce que nous faisons, nous, dans notre association ISOP Israël. Et donc, ça, on commence à faire de la pharmacovigilance et à regarder les effets secondaires à partir du préclinique jusqu'à la fin de la vie du médicament. C'est-à-dire pendant le préclinique, pendant les essais cliniques, pendant la période d'autorisation et après la mise sur le marché. Et donc, en fait, nous, on a des règles, c'est qu'on veut absolument que le bon médicament ou le bon vaccin arrive au bon patient, à la bonne dose, au bon moment et avec la bonne indication. Et c'est ça sur quoi on travaille en permanence et qui, de temps en temps, nous fait travailler jusque très tard le soir. Alors voilà, par exemple, quelque chose qu'on a fait dans ISOP Israël. On a mis en place ce qu'on appelle un infographique. Alors, c'est exactement comme avec Waze, c'est-à-dire, vous avez reçu là, donc je l'ai adapté au vaccin, vous avez reçu le vaccin, vous avez ici un effet secondaire. Alors, ce qu'il faut faire immédiatement, vous allez tout de suite consulter votre médecin et vous rapporter ça sur une application qui est sur téléphone, qui s'appelle My eReport, sur lequel qu'on a traduite en hébreu, et on a donc un accord avec la société qui l'a produite, un accord absolument gratuit d'ailleurs. Et donc, une fois que vous rapportez vos effets secondaires, ça va dans notre base de données d'ISOP Israël et directement au ministère de la Santé. Donc là, notre travail, c'est d'analyser ce qui se passe. Et grâce au fait que chacun va participer et rapporter les effets secondaires, aussi bien les malades que les professionnels de santé, font en sorte que ça améliore la connaissance de la sécurité du médicament ou du vaccin. Et donc ça, c'est une action qu'on a mise en place et qu'on met en place avec l'hôpital Mayana Yoshua, par exemple. Et donc, c'est vraiment exactement la même idée que Waze. Rina, justement, Oui. à propos des effets secondaires, tu as dit des effets secondaires modérés. Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet secondaire jusqu'à aujourd'hui sur les patients testés? Alors, les effets secondaires qui ont eu lieu sont les effets secondaires habituels des vaccins. C'est-à-dire, ça peut être une fièvre qui dure quelques jours ou un jour. Ça peut être une réaction au lieu d'injection qui est gonflée, un petit peu douloureuse, qui est rouge. Et peut-être quelques douleurs musculaires. Mais ça s'arrête là. Et vous avez dû voir d'ailleurs, à propos des effets secondaires, vous avez dû voir qu'il y a deux sociétés qui ont mis en pause leurs essais cliniques. Et on a dit, oh là là, il y a un effet secondaire très grave qui est arrivé et on arrête l'essai clinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a fait les études sur le vaccin, il y a la moitié des gens qui ont reçu le vaccin et l'autre moitié qui ont reçu du placebo. Donc, et on ne sait pas qui reçoit quoi. Donc, en fait, quand il y a un effet secondaire qui arrive, on envoie l'effet secondaire à un board d'experts complètement indépendants qui va dire est-ce qu'il faut arrêter ou pas l'essai clinique.
Alors, évidemment, pour le board va regarder si c'est dans le groupe de placebo ou le groupe des gens qui ont reçu le vaccin. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun essai clinique qui n'a pas repris. Donc, en fait, on sait que ce n'est pas dû au vaccin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, merci. Plusieurs personnes ont posé la question, si j'ai déjà eu le Covid, est-ce que je dois être vacciné? Est-ce que j'ai besoin d'être vacciné ou pas? Ou je suis déjà immunisé? Non, quand on est vacciné, quand on a eu le Covid, on ne se fait pas vacciner, on est immunisé. Alors, il y a eu des cas extrêmement, extrêmement rares de deuxième infection. Et, on est immunisé quand on a eu la maladie. Donc, surtout, on ne se vaccine pas. Alors, deux autres questions qui sont pas liées à la fin, mais plus à ce que tu as dit. Pourquoi Israël est à la traîne au niveau du développement du vaccin, alors que tu nous as fait une conférence il y a 5 mois pour nous montrer à quel point Israël était en avance, et finalement, là, les gens nous disent qu'on est un petit peu à la traîne. Et Alors, déjà peut-être il faut quand même remettre les choses en perspective. Développer un vaccin, ça coûte des milliards. Et, et peut-être que l'Institut biologique de recherche israélien, qui est absolument brillantissime, n'a pas tout à fait exactement les mêmes moyens financiers que Pfizer ou que AstraZeneca, voilà. Et que Israël ne peut pas faire comme Trump et donner 11 milliards de dollars. C'est peut-être une réponse. Mais en tous les cas, nous aussi, on avance. très bien. On continue. On continue, d'accord. Alors, comment je passe à la suite, share screen? OK, je reprends. Alors voilà où on en est sur les vaccins qui sont approuvés. Aujourd'hui, donc, aux États-Unis, on a déjà celui de Pfizer qui a été non, c'est en Angleterre, celui de Pfizer a été autorisé, c'est seulement en utilisation d'urgence en Angleterre, et dans les semaines qui viennent, passe en commission d'études aux États-Unis et en Europe. En Chine et en Russie, il y a déjà des vaccins qui sont acceptés, qui sont autorisés en urgence. Dans les Émirats aussi, et puis dans d'autres pays, dans les attentes en attendant la fin des essais cliniques. Voilà, maintenant je voudrais vous passer une interview du professeur Gideon Koren. C'est une réponse. Elie. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais s'il s'avère que le vaccin a des effets secondaires à long terme, alors il me semble qu'on ne pourra pas lutter contre ces effets dans la mesure où c'est lié à l'ARN qu'on a introduit et qui reste dans les cellules pour toujours. Alors non, il ne reste pas dans les cellules pour toujours. Ce qui reste dans les cellules pour toujours, c'est comment le corps, dans les cellules de mémoire, apprend à faire les anticorps. C'est ça qui reste pour toujours. C'est pas l'ARN du vaccin. L'ARN du vaccin, il est très labile et il va très vite disparaître. En fait, ce qui reste, c'est ce que l'ARN nous aura appris à fabriquer. C'est-à-dire nos cellules intelligentes de mémoire ont appris à fabriquer des anticorps contre le vaccin, contre le virus. C'est ça qu'on garde en mémoire. Mais il peut aussi fabriquer des choses qui seront nocives à long terme, et ça, une fois que c'est là, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Non, alors, ce qu'on injecte, c'est un gène, et c'est extrêmement précis, parce qu'en fait, on lui donne la recette uniquement de ce qu'on veut, c'est-à-dire de la protéine qui est sur le vaccin, qui n'est pas celle qui provoque la maladie. Quand on injecte un virus atténué ou mort, il y a toujours un risque infime, absolument infime, et qui a pratiquement disparu, mais qui existe toujours, qu'il y ait peut-être un vaccin qui soit vivant. Mais là, on n'injecte rien qui puisse entraîner la maladie. Rien. Ni un morceau de virus,
ni même un gène du virus qui entraîne la maladie. On donne, c'est comme si on apprenait à fabriquer des cheveux. Voilà, ça n'a rien à voir avec la toxicité du virus. Non, mais je ne parlais pas du virus, je parlais d'autre chose qui donnera un effet secondaire qui, dans cette protéine, peut être nocif pour l'homme à long terme. Cette protéine, on sait qu'elle n'est pas nocive, c'est celle qui provoque la protéine. On sait ce qui provoque la maladie et ce qui provoque la réponse immunitaire. Donc, si je vous suis, on est vacciné une fois pour la vie. Normalement, il faut 2 injections. Oui, d'accord, mais en une série et après, c'est pour la vie. Ben, c'est ce qu'on peut espérer, mais ça, par contre… Parce que notre monsieur vaccin français, il nous dit, ah ben, on ne sait pas combien de temps vous êtes protégé. Alors, oui, je sais. Alors, premièrement, le but, c'est ça, mais évidemment, on n'a pas suffisamment de recul pour répondre à 100%. Donc, savoir, on sait aujourd'hui combien de temps a duré combien de temps dure le vaccin, mais on a aussi l'expérience en général des vaccins. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de se revacciner? C'est le fait que, par exemple, de la grippe, c'est parce qu'il y a des mutations. Or, depuis 1 an qu'on travaille sur ce vaccin, je peux vous dire que le monde entier travaille sur ces vaccins. C'est un virus qui est très peu mutant par rapport à celui de la grippe. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'a pas de boule de cristal, ni dans un sens, ni dans l'autre. Par contre, on sait déjà que depuis 1 an, à peu près 1 an, on sait déjà qu'il y a eu très peu de mutations et que les mutations qu'on a vues n'interviennent pas du tout sur ce qui est fabriqué dans le vaccin. C'est-à-dire que ça n'intervient pas sur la partie qui est visée par le vaccin. Je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas accepter le vaccin ARN parce que justement, il y a beaucoup de mutations du virus. Toi, tu viens de dire l'inverse, c'est ça? Alors, écoutez, il y a peut-être beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup de gens. Moi, ce que je lis, c'est les articles scientifiques. Ce sont les autorités de santé, ce que les autorités de santé publient. C'est l'école de médecine de Harvard. Donc, en fait, étant donné que je lis aussi bien ce qui se passe aux États-Unis qu'en Europe qu'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'écouterai ce que disent beaucoup de gens. Et on en parlera plus tard de ça, beaucoup de gens. Je voudrais demander, les expériences, les volontaires, c'était des personnes saines. On a fait toutes les expériences sur des personnes saines. Maintenant, on parle de vacciner les personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont des problèmes dans les foies, dans le poumon, dans le je sais pas quoi, dans le pancréas, dans l'estomac. Les personnes âgées, elles ont plus de problèmes que les personnes saines. Et on ne sait pas comment ça va réagir. Les vaccins qui ont été expérimentés sur des personnes saines, jeunes, sur les personnes âgées. Alors là, j'ai plusieurs réponses à ça. D'une part, il y a eu des volontaires sains de plus de 65 ans. Il n'y en a pas eu énormément. Il n'y a pas eu aussi beaucoup il n'y a pas eu d'enfants de moins de 12 ans. Donc, en fait, on a eu des volontaires sains. Alors, quand on dit le risque pour les personnes âgées qui ont des maladies concomitantes, chroniques, alors vous prenez exactement un risque qui, pour l'instant, est connu comme étant mineur. Par rapport à cette même personne âgée avec des maladies concomitantes, quel est son risque d'attraper le Covid et d'en mourir ou d'avoir en tous les cas, un cas, des complications graves et des séquelles. Donc en fait, encore une fois, il faut toujours comparer le risque minime du vaccin tel que l'on le connaît aujourd'hui par rapport au risque énorme tel qu'on le connaît aujourd'hui du Covid. Merci. La parole est à Raquel et après Émilie. Ok. Merci. Raquel, bonjour. Raquel. Bonjour.
Bonjour, Raquel nous j'habite écoute en Argentine. Pardon, Vous m'écoutez maintenant? vas-y Maintenant? Raquel. Ok, ok. Bon, j'habite en Amérique, pas, mais pas aux États-Unis. J'habite en Argentine, qui est un pays en voie de crise permanente. Et bon, et nous avons aussi beaucoup de questions. Et merci d'abord pour ces excellentes conférences et ces très vivants débats. Et moi, j'ai vu que la vaccine de Pfizer a été prouvée, testée dans 21 720 participants et avec un, suivi, une période de suivi de 2 mois. Et le calcul que j'ai fait d'après les personnes années, et ça me donne un mois de suivi, mais peut-être je me suis trompée. Bon, je vais prendre ces 2 mois. Et donc, je crois qu'il faut, bien parlant de risques de la maladie, de Covid maintenant, qui ne sont pas seulement des risques de santé, mais des risques économiques aussi, parce que toutes les économies sont maintenant paralysées. Et bien sûr, je crois qu'il faut prendre, avoir une attitude prudente concernant les risques pour les personnes âgées qui n'ont pas été suffisamment représentées dans les essais cliniques et par les effets à long terme qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas et l'efficacité aussi. Je crois que ça doit absolument avoir un programme absolu et total de 100% de couverture de pharmacovigilance. Et malheureusement, ce qui est possible dans des pays développés n'est pas possible dans nos pays. Et je me demande comment pourrions-nous faire si les mêmes entreprises qui vont, qui sont les propriétaires des vaccins, ne font pas des études observationnelles totaux, c'est-à-dire 100%. Parce que nous avons besoin, par exemple ici, on va vacciner d'abord les personnels de santé et les gens âgés. Et bon, il faudrait avoir un suivi de pharmacovigilance, absolument. Alors, Raquel, merci. Raquel dirige le chapter de l'Amérique latine de ISOP. Et donc, nous sommes amis depuis longtemps et nous nous connaissons depuis longtemps. Et donc, elle touche à une chose très importante qui est le suivi des gens qui seront vaccinés. Et que ce suivi, en fait, tous les pays n'ont pas les moyens de faire ce suivi. Alors, moi, j'ai deux réponses à ces questions. La première, c'est que les sociétés qui vont faire qui ont fabriqué ce vaccin vont avoir des obligations de suivi. Il est question d'avoir un suivi extrêmement rapproché des gens qui seront vaccinés. Deuxièmement, les grands pays qui ont des services de pharmacovigilance et de suivi vont pouvoir aider et partager les données avec tous les autres pays qui n'ont pas toujours ces capacités. Et c'est justement à ça que sert le centre Uppsala de l'OMS, qui s'appelle Uppsala Drug Monitoring Center, qui rassemble les données de pharmacovigilance du monde entier pour les mettre à la portée de tout le monde, y compris des pays qui n'ont pas la capacité de le faire. Merci Raquel. Merci. La parole est à Émilie. Bonsoir et merci pour votre intervention. Ok. Vous avez le son, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. La première, une des participantes de cette soirée
a eu des effets secondaires neurologiques lourds et elle est suivie malheureusement pour ses effets. Est-ce que le vaccin peut générer ce genre de choses également? Mais vous dites une personne qui a été vaccinée, qui est suivie pour des problèmes neurologiques, c'est ça? Non, qui a eu la maladie. Elle a eu le Covid. À l'issue de ce Covid, elle a eu donc une pathologie. J'ai compris. C'est-à-dire qu'elle a des complications neurologiques à la suite de la maladie du Covid. Raison de plus, parfaitement saine et sportive. Raison de plus pour se faire vacciner, parce que le Covid, c'est pas seulement la maladie, c'est aussi des complications et des séquelles à très longue durée. Je dois dire que je veux pas du tout rentrer dans la polémique. Je sais qu'il y a des scientifiques qui émettent des doutes. C'est tout à fait normal d'émettre des doutes. C'est le propre d'un scientifique, c'est de poser des questions et de chercher des réponses. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, le problème, et je vais l'aborder à la fin, le problème aujourd'hui, c'est que le grand public, alors vous ne faites pas partie du grand public, vous êtes un biologiste, mais le grand public, mais je dirais que, y compris les professionnels de santé, les biologistes, on est abreuvé de doutes à droite et à gauche. Et moi, j'ai absolument confiance. Alors, je répète, j'ai absolument confiance dans les autorités de santé et les agences du médicament comme la FDA ou comme l'Agence européenne pour y avoir été confrontée, parce que j'ai écrit des dossiers de mise sur le marché, en tous les cas des parties du dossier. J'ai absolument confiance dans leur rigueur et dans leur sérieux. Il n'y a absolument aucun raccourci qui a été pris. C'est pas parce qu'on a mis moins de temps qu'on l'a fait moins bien. Et je dirais que le niveau de rigueur qui a été fait, qui a été mis en place était extrême, d'autant plus qu'il y a des voix aussi de scientifiques qui s'élèvent. Moi, j'ai confiance dans ce que fait la FDA et dans ce que fait l'agence européenne ou l'agence australienne, et je pense qu'on peut croire en leur sérieux et en le sérieux de la progression scientifique. Alors, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes, il y a encore des inconnus, c'est sûr, mais aujourd'hui, on a en face de nous un vrai vaccin. Et je vais expliquer aussi dans la suite pourquoi on peut dire que c'est un vrai vaccin, parce qu'à partir du moment où on a quelque chose qui nous apprend à produire des anticorps et à augmenter notre immunité, ça s'appelle un vaccin. Alors c'est une technologie moderne, et c'est une technologie moderne qui va nous aider à résoudre, qui va nous faire progresser, pas seulement au niveau du Covid, mais qui va nous faire progresser sur toutes les maladies exotiques, et surtout dans les pays sous-développés où on n'avait pas ni l'argent ni la technologie pour le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et on doit continuer la conférence. À la fin de la conférence, on aura encore un deuxième temps de questions. Donc Irène, tu peux remettre ton écran, repartager ton écran. Est-ce que tu le vois là? Non, on ne le voit pas. Tu le refais. Alors, vous pouvez continuer à réagir sur le chat avec des questions. On les posera après, ou vous pourrez ouvrir également vos micros. Alors, attends, je n'arrive plus à retrouver. Ah, voilà. Share screen. Attends, pardon. Voilà. Ça y est, on y est là? Le calendrier et la liste de priorités. Voilà. Donc, en fait, là, on est donc… est-ce que c'est clair ou est-ce que… Oui, ça va. Oui. Change peut-être. Voilà. C'est mieux? Oui, parfait. Voilà. Donc, quel est le calendrier qui nous attend aujourd'hui? Alors, décembre 2020…
c'est l'autorisation de la FDA aux États-Unis et de l'Europe. C'est l'acheminement en Europe, aux États-Unis, en Israël. En Europe, c'est déjà arrivé à Amsterdam, aux États-Unis aussi. En Israël, ça arrive en décembre. Et donc, les premières vaccinations vont avoir lieu en Angleterre, aux États-Unis et en Europe. Et je pense qu'il est très possible, selon Yuli Edelstein du Times of Israel disait, selon la déclaration de Yuli Edelstein, très possible qu'avant la fin du mois de décembre, on commence les vaccinations en Israël. En janvier et en juin, il y aura d'autres vaccins qui vont arriver et la vaccination en Israël va vraiment commencer de façon plus importante. Deuxième semestre de 2021, on pense qu'à la fin de 2021, on aura vraiment une vaccination généralisée. Peut-être que là, on aura un vaccin israélien. Et puis, j'ai assisté à une conférence qui était organisée par l'hôpital Ichilov qui s'appelait World Leader Hospital, quelque chose comme ça, enfin, sur un congrès des hôpitaux les plus prestigieux dans le monde. Et là, il y avait le professeur Gamzou qui était interviewé, donc c'était celui qui dirigeait la cellule du Covid en Israël, qui a dit la fin de la pandémie en Israël, s'il y a plus de 60% de vaccinés, ce sera la fin du deuxième semestre 2020. Ah, voilà. Donc, ça, c'est cité depuis le professeur Gamzou. Alors, la distribution. Alors, bien sûr, distribuer ce vaccin qui est à moins 70, ça demande une organisation absolument énorme. Mais cette organisation, elle ne vient pas de commencer. Elle a été commencée déjà en parallèle, dans toutes les phases parallèles, comme je vous ai dit. Donc, qui est-ce qu'on va vacciner? L'OMS a proposé une liste de priorités et après, chaque pays va l'adapter à ses propres besoins. Donc, en gros, c'est les professionnels de santé, les personnes de plus de 65 ans et surtout avec des maladies chroniques, et en commençant par les maisons de retraite, puisqu'on sait qu'en France, ça a été une hécatombe dans les maisons de retraite, et puis les professions essentielles. Alors évidemment, chaque pays a une définition différente des professions essentielles. Ce sont évidemment les enseignants, les métiers de la sécurité, de la chaîne alimentaire, des transports, ce qui permettra de retrouver une vie économique normale. Les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes, pour l'instant, on attend parce qu'ils n'ont pas été testés pendant les essais cliniques. Donc, on attend de voir cette surveillance absolument très rapprochée de ceux qui seront vaccinés avant de s'occuper d'eux. Et de toute façon, en sachant quand même que les enfants de moins de 12 ans, il y a beaucoup moins de complications et beaucoup plus d'asymptomatiques. Alors, les recommandations appliquées à Israël par l'OMS, c'était dans le Jérusalem Post du 5 décembre. Pour rendre la vaccination facile et rapide, il faut que ce soit fait par les Kupot Rolling sur rendez-vous et à très courte distance de marche. Et il doit y avoir la liste de priorités doit être publiée. Il faut mobiliser les influences sociales et les influenceurs, c'est-à-dire les professionnels de santé. On est tous responsables de rassurer et de dire aux gens à quel point c'est important de se faire vacciner. Les leaders religieux, les politiques. Quand un politique relève sa manche pour se faire vacciner, eh bien, c'est une énorme influence. Et surtout, il faut stopper la désinformation. C'est ce que vient de faire Facebook, qui a arrêté un site de désinformation absolument toxique. Et YouTube a pris exactement la même politique. Et pour augmenter la motivation, c'est absolument important de bien faire comprendre quel est le risque individuel et quel est le risque pour la communauté. Et quel est le risque de la vaccination par rapport au risque du Covid. Et donc, il faut interviewer des familles qui ont été touchées. Il faut parler, par exemple, de l'épidémie de polio qui a eu lieu en Israël, dans le sud d'Israël en 2013-2014, où c'est le professeur Gamzou qui s'est occupé de cette épidémie qui a été dans le sud d'Israël et qui a réussi à vacciner absolument pratiquement 100% des populations.
Alors, j'en viens aux questions-réponses par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé. Et aussi, bon, alors évidemment, ce sera quelques questions et quelques réponses. Je ne suis pas sûre de savoir répondre à tout. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les questions, mais on va déjà commencer par celles qui nous ont été envoyées. Alors, est-ce que le vaccin prévient la transmission du Covid? Alors, ce qui est sûr, c'est que le vaccin prévient la maladie, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas malade. Pour savoir si on ne peut plus transmettre, c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler. Combien de temps durera la protection du vaccin? Alors en fait, les vaccins, on sait que les vaccins apportent une immunité très forte. Mais pour savoir vraiment combien de temps, il va falloir un suivi à long terme. C'est-à-dire qu'on sait déjà que les essais cliniques ont commencé déjà au mois de mars l'année dernière, donc on a déjà un recul de à peu près 9 mois. On aura plus de recul dans 6 mois. Quels sont les effets secondaires? Modérés, fièvre, douleur au point d'injection, rougeur. À long terme, on le saura dans plusieurs mois ou plusieurs années grâce à la pharmacovigilance. L'expérience des vaccins en général montre que les effets graves surviennent en général tôt. Donc, on peut être modérément optimiste. Enfin, moi, je ne suis pas modérément optimiste, je suis carrément optimiste. Le vaccin ARN ne peut pas provoquer la maladie. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas de virus. Il contient uniquement le gène de la protéine qui elle-même n'est pas toxique. C'est juste la protéine qui augmente la réaction immunitaire. Est-ce que le vaccin ARN est un vaccin? Alors, il stimule le système immunitaire pour fabriquer des anticorps et des cellules à mémoire. C'est ce qu'on appelle un vaccin. C'est exactement la définition du vaccin. Comment marche le vaccin chez les patients âgés et les enfants? On a dit, les premiers résultats montrent qu'il y a une bonne protection chez les plus de 65 ans. Il y a quelques personnes de plus de 65 ans, un petit groupe de plus de 65 ans qui a été testé dans les essais cliniques. Il y a aussi quelques enfants de plus de 12 ans. Pas d'enfants plus jeunes ni de femmes enceintes qu'on ne vaccinera que quand on aura plus de recul. Donc pour l'instant, on ne les vaccine pas. Et il y a des premiers tests, des premiers essais cliniques chez les enfants qui commencent en décembre. Je ne me souviens plus par quelle société, mais forcément, toutes les sociétés vont être obligées de montrer que aussi chez les enfants, c'est efficace et sûr. Le vaccin ARN et notre génome, la grande question. Alors, est-ce que les ARN messagers sont intégrés définitivement à notre potentiel génétique? Alors non, non et non. L'ARN est très très fragile et comme vous avez vu, si vous vous souvenez de mon petit dessin, l'ARN fait une copie de ce qui est dans l'ADN et sort du noyau pour aller dans la cellule faire fabriquer les protéines. Donc en fait, l'ARN, premièrement, il est très fragile, très labile, c'est-à-dire qu'il se détruit très vite. Il ne pénètre pas dans le noyau et ne s'intègre pas à notre génome. Il y a un nombre de citations, d'articles scientifiques de Harvard Medical School, de Hopkins, de Mayo Clinic, de tous les experts les plus importants dans le monde qui sont formels sur ce point. Est-ce que lorsque nous attrapons puis guérissons d'une maladie virale de façon naturelle, l'ARN messager reste-t-il intégré à nos cellules? Bien, en fait, certains vaccins restent à l'intérieur de nos cellules dormants, comme l'herpès. Mais ce n'est pas le cas général. Ce qui reste dans nos cellules, enfin dans notre corps, c'est la mémoire des anticorps. C'est comment fabriquer les anticorps contre le virus.
est-ce que ce procédé de vaccin est une nouveauté complète pour notre corps ou bien est-ce une copie d'un phénomène existant déjà dans la nature? J'adore cette question de quelqu'un qui me l'a posée. C'est exactement ça, parce que si vous vous souvenez bien, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il se colle sur la cellule et il injecte son ARN. Et l'ARN du virus va utiliser toute notre machinerie de notre cellule pour fabriquer les protéines. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on injecte l'ARN messager, le petit bout d'ARN messager, qui n'est que ça. Sauf que le virus, lui, il injecte le gène de la protéine qui nous active notre immunité, mais par contre, il injecte aussi tous les gènes de toxicité qui font qu'on est malade. Donc oui, exactement, on mime le virus. Alors, l'immunité de masse. Pourquoi c'est important de se faire vacciner? Parce qu'on ne peut arrêter une épidémie, une pandémie, que s'il y a 60 à 70% de gens qui sont vaccinés. Et c'était absolument fondamental pour, par exemple, faire disparaître la polio, la variole. Il y a des années où, par exemple, pratiquement la rougeole avait disparu, presque disparu. Donc, et aussi parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc, c'est la seule façon de les protéger, eux. Voilà comment ça marche. Si on prend, par exemple, un dessin où en bleu, on a les gens qui ne sont pas vaccinés et en bonne santé, en jaune, ceux qui sont vaccinés et en bonne santé, et en rouge, ceux qui sont contagieux et malades. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés en bleu et il y a quelques gens qui sont vaccinés en rouge. Alors, si personne n'est vacciné, là, ici, voilà, personne n'est vacciné. En bleu, les gens qui sont en bonne santé et pas vaccinés. En rouge, les gens qui sont malades. Si personne n'est vacciné, la contagion va à toute la population. Deuxième cas de figure, il y a quelques personnes en jaune qui sont vaccinées, quelques personnes en bleu, beaucoup de personnes en bleu qui ne sont pas vaccinées, et puis des gens qui sont malades. Et là, évidemment, la contagion continue à s'étendre. Et si on a la plus grande partie de la population qui est vaccinée en jaune et quelques-uns qui ne sont pas vaccinés, la contagion est arrêtée parce que le virus ne trouve plus où se multiplier. Voilà. Voilà ce que c'est que l'immunité de masse dont vous avez entendu parler dans les journaux. Alors, j'ai lu un article que j'ai beaucoup aimé, évidemment, qui s'appelle, vous avez toutes les références en général de toutes mes citations. Il n'y a rien qui vient de ma propre recherche, heureusement pour vous. Et donc, il y a un magnifique article qui a été publié le 30 novembre et qui dit qu'en fait, l'immunité vaccinale peut être très supérieure à l'immunité naturelle. On voit ça avec le tétanos, avec l'hémophilus influenza type B, avec la varicelle et avec le papillomavirus. C'est-à-dire que les gens qui sont vaccinés sont beaucoup mieux immunisés que ceux qui ont été malades. Et d'après cet article, le Covid pourrait être un très bon candidat pour cette immunité, ce qu'on appelle une immunité superhumaine. Donc ça, c'est un bon espoir, on va dire. On fera tout à l'heure des questions-réponses. Alors, il y a un nouveau mot qui vient d'être inventé. On avait la pandémie et maintenant, on a un nouveau mot qui est l'infodémique. Alors, l'infodémique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la multiplication d'informations fausses, erronées, mensongères, complotistes, qui est devenue une véritable épidémie et un véritable business parce qu'il y a toujours un agenda caché, des raisons cachées derrière cette infodémique. Alors, je voudrais vous présenter Priya Bari, qui travaille
qui travaille à l'Agence européenne, qui est aussi, qui a écrit le guide de la communication sur la sécurité des vaccins. Donc, est-ce que je vais marquer? Non. 2 secondes. Je continue. Là, maintenant, je vais faire un share screen sur... Et donc, Priya Bari, en 2018, l'OMS, c'est plus exactement une partie qui a été créée par l'OMS, qui s'occupe de la sécurité et de la qualité des médicaments et des vaccins, a écrit un document collectif qui a été dirigé par Priya Bari et qui est sur la façon dont on doit communiquer sur la sécurité des vaccins. Donc, elle parle français, donc on a beaucoup de chance et on va aller l'interroger. New share. Mais ça tombe bien, finalement. Tu m'entends? Oui, oui. Et vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit. D'accord, alors je vais arrêter de optimize, comme ça. Merci de me protéger, Johan. Justement, voilà, c'est tout à fait à propos sur ce que je voulais vous dire sur la désinformation. Alors, parce que cette infodémique et cette désinformation, c'est exactement comme un virus. C'est-à-dire qu'il y a une première personne qui l'envoie, et puis qui l'envoie à tout le monde, et chacun l'envoie à 2-3 personnes. Et c'est exactement la même façon de se répandre que le virus lui-même. Alors, comment on peut lutter contre ça? Eh bien, voilà. Ici, vous voyez qu'ici, il y a une personne qui n'a pas envoyé de rumeurs à son groupe de chat. Et du coup, ça s'arrête là. Ici, il y a une personne qui s'informe pour savoir si les sources, avec des sources sûres. Ici, il y a une autre personne qui a vérifié les faits et du coup, qui ne les a pas envoyés. Et là, il y a une personne qui a dit mais comment tu sais que c'est vrai ce que tu es en train de dire? Alors, quand tu me le prouveras, eh ben, peut-être que je pourrai le partager. Et vous voyez qu'entre ces effets que chacun de nous peut avoir et si on envoie comme ça l'argamanu à tout le monde chaque fois qu'on entend des bêtises, c'est gravissime. Alors, l'argent, bien sûr, quel argent vont gagner les laboratoires? Alors, on va faire de la fiction. Voilà, les laboratoires mentent. Disons que les laboratoires mentent. Alors, ça veut dire aussi que des centaines d'experts de la FDA, des agences européennes, japonaises, australiennes, du monde entier, mentent aussi, évidemment. Donc, ou alors, elles ne savent pas compter. Ou bien alors, elles n'ont pas d'épidémiologistes. Ils ne savent pas exactement compter les effets secondaires et l'efficacité. Ou alors, ils sont corrompus, ils ont tous été achetés. Mais si on suit ce raisonnement, en fait, il n'y a pas vraiment une crise de Covid. Cette crise, elle existe uniquement pour pouvoir faire profiter les laboratoires. Et d'ailleurs, les systèmes de santé ne sont pas débordés, c'est une fable. Et l'économie à genoux, c'est juste pour faire plaisir aux dirigeants. Et pour ça, eh ben, il faut une tonne d'argent. Bon, voilà ce qu'on entend en permanence, c'est ce qu'on appelle des fake news. Alors, je voudrais juste vous montrer ce qui arrive à un laboratoire quand un effet secondaire qui n'était pas prévu, et ça, c'est pas du tout parce qu'ils ont été malhonnêtes, c'est juste parce que c'est un effet extrêmement rare. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec un médicament qui s'appelait Vioxx. Dans les années 2004, il y a un médicament qui était un anti-inflammatoire, qui marchait très, très bien, et qui a eu des effets secondaires chez les patients, des effets secondaires extrêmement graves chez des patients qui avaient déjà des antécédents cardiovasculaires. Donc, là, il y a eu un déchaînement contre la société, à juste titre, hein,
en disant qu'ils ont été attaqués absolument par un nombre de personnes énormes et ils avaient à peu près à prévoir 20 à 55 milliards de dollars en dédommagement. Et dans les suites de ces problèmes, il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis des class actions, c'est-à-dire des procès de groupe avec 7500 patients qui se plaignaient. Le premier patient qui a gagné 26 millions de dollars. Donc, en quelques mois, la chute des parts de Maersk, des actions de Maersk, était de 46%. Alors, vous pouvez imaginer que ça, c'est absolument le cauchemar de n'importe quel financier. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on a mis en place énormément de barrières supplémentaires et pour empêcher que ça n'arrive une autre fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces effets extrêmement rares sont arrivés quand on est passé de 100 000 à des millions. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un industriel de prendre un risque financier où il va peut-être payer 55 milliards de dollars, qu'on va lui fermer peut-être sa société, tout ça, s'ils sont malhonnêtes, je ne parle pas de Merck, hein. Mais simplement, si jamais les sociétés pharmaceutiques veulent cacher des choses, elles prennent un risque absolument faramineux, d'autant que ce n'est pas un médicament contre, comme le Vioxx, qui était uniquement un anti-inflammatoire, c'est un médicament, le monde entier est en train de regarder. Donc, ce n'est pas 55 milliards de dollars qu'ils auraient payé s'ils nous mentaient. C'est juste pour que vous compreniez que l'intérêt financier d'une société pharmaceutique, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire en sorte que le médicament soit administré au meilleur patient, à celui qui doit le recevoir et à celui qui a le moins de risques et à celui qui va le recevoir de la meilleure façon. Voilà par exemple ce qui se passait, ce qui est le cauchemar de n'importe quelle industrie pharmaceutique au moment de Merck, de cette histoire de Vioxx. Il y avait des centaines d'avocats qui proposaient une aide juridique gratuite en disant « Vous avez pris du Vioxx, nous venons vous faire tous les tests gratuitement, vous rentrez à l'intérieur de notre pool de gens qui vont aller dans la class action, dans le procès de tous ces gens-là, et on vous promet que vous allez gagner beaucoup d'argent. » En général, ils arrivent avec 2000, 3000, 4000 patients, ils vont négocier avec la société qui peut-être n'a rien à cacher. En tous les cas, c'était le cas pour Vioxx. Simplement, on sait très bien qu'il y a des effets secondaires qui peuvent arriver et qui vont donc monnayer. Donc, ça a été un tel tremblement de terre dans l'industrie pharmaceutique que c'est un cauchemar pour l'industrie pharmaceutique d'avoir ce genre de choses. Donc, elle ne peut que faire aujourd'hui et de plus en plus, on a des pare-feux et des barrières qui font qu'on est protégé au maximum. On n'est jamais protégé à 100% de ce qui peut arriver. Alors, puisqu'on est dans l'infodémique, eh bien, quand le vaccin et la politique, quand la politique se met de vaccins ou quand les politiques essayent de tirer des profits des vaccins, voilà ce que ça donne. Ça donne que, par exemple, aux États-Unis, au mois de mai, 72% des gens voulaient se faire vacciner et 27% ne voulaient pas. Au mois de septembre, juste au moment des élections, après toutes les annonces de Trump, et je ne parle pas de celles de Poutine, il n'y avait plus que 51% des gens qui voulaient se faire vacciner. Donc, le fait de vouloir essayer de manipuler la politique, ça a fait un scandale dans le monde scientifique, dans le monde des autorités réglementaires qui ont dit on ne fera aucune concession ni politique ni financière pour l'analyse de nos dossiers.
Et voilà, donc il y a eu des communiqués, par exemple, des agences, de toutes les agences européennes, qui ont dit le développement des vaccins sûrs, efficaces, c'est la priorité pour nos agences européennes. Donc, 2 secondes. Donc, à cause de l'urgence, on met en place des mécanismes pour accélérer le développement. Mais ça veut dire quoi, ces mécanismes pour accélérer? C'est pas pour faire des raccourcis, c'est qu'au lieu de mettre une personne, on en met 50 et qu'il y a des dossiers qui vont être en attente, moins urgents. Ça veut dire qu'on va mettre en place sans aucun raccourci. Vous avez en bas ce que les agences ont dit en anglais. Alors, comment combattre les désinformations, cette infodémique, selon l'OMS? Première chose, vérifier les faits et les sources. D'où ça vient? Qui est-ce qui a dit ça? Deuxièmement, on ne partage les informations que de sources sûres. Moi, je n'ai pas arrêté depuis 2 mois. Je reçois les choses les plus farfelues qu'on puisse imaginer. Je réponds toujours. Troisièmement, on ne partage pas d'informations quand on sait qu'elles sont fausses. Même si c'est pour dire, vous avez vu ce que les gens disent comme bêtises, ne partagez pas. Et soyez un bon exemple, c'est-à-dire que quand vous avez des fake news, vous corrigez ce qui vient d'être dit. Et par exemple, dans les journaux hier, j'ai vu qu'il y avait un ancien employé de Pfizer qui avait fait une annonce énorme en disant que ça donnait de la stérilité à longue durée. Première réaction, je vais sur Internet, je recherche qu'il y a des sources aujourd'hui, des sites agréés de vérification qui ont comme un tampon de cache-route. C'est-à-dire que pour être un site agréé de vérification, il faut passer par une certaine créditation. Alors, vous avez ici une liste de sites qui vous disent « ça, c'est du bidon » ou bien « ça, oui, c'est sérieux ». Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est notre responsabilité de chacun d'entre nous de ne diffuser que des faits fondés sur la science. Et voilà, moi, par exemple, une des choses que je fais, I fight a fake, je combats les fausses nouvelles parce que je crois en la rigueur et en la transparence des autorités de santé pour autoriser les vaccins. Alors, on dit tellement de mal de l'industrie pharmaceutique, juste quelques mots sur l'espérance de vie grâce aux médicaments et aux vaccins qui ont été faits par l'industrie pharmaceutique. Alors, l'espérance de vie dans le monde, elle est aujourd'hui de 73 ans, 75 ans et 78 ans. On a un petit avantage, nous les femmes. Alors, comment est-ce que ça a évolué, cette espérance de vie? Vous voyez ici que depuis 1770, on est passé de moins de 40 ans à aujourd'hui pratiquement 72, 75 ans dans la population mondiale. Mais en Europe, c'est bien plus puisqu'on arrive plus tôt et aux États-Unis, on arrive vers les 80 ans. Et vous voyez qu'ici, il y a une cassure ici qui correspond au développement de l'hygiène, de la santé, de la médecine, au progrès de la médecine, aux antibiotiques qui vont arriver ici à peu près tout de suite après la guerre. Et vous voyez qu'on a une courbe qui s'envole complètement. C'est absolument extraordinaire de voir qu'en l'espace de presque, on va faire un zoom sur 1850 à 2020. Et vous voyez qu'ici, en l'espace de quelques années, on est passé en 100 ans, on est passé de 40 ans à 80 ans. On a doublé notre espérance de vie. Et là, vous voyez que ces cassures-là, ce sont les guerres de 40 et les guerres de 14-18. Et voilà, par exemple, en Israël et dans certains pays, le pays numéro 1 où les gens vivent le plus vieux, c'est Hong Kong. En Israël, on est bien placé puisqu'on est les 12e. En France aussi, pas mal. Aux USA, seulement 46, certainement dû à toutes les différences sociales et d'accès aux soins.
en Inde et en Afrique centrale, vous voyez qui est le dernier, vous voyez qu'on passe de 54 à 85. Et on sait que c'est directement en relation avec le coût qui est mis dans la santé. Donc, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui disent que peut-être que après mars et après les vaccinations, on va pouvoir commencer à sortir de la crise. En tous les cas, des centaines de milliers de vaccinations dans les semaines à venir d'après Julie Edelstein. Je pense que mars, c'est quand même très, très, très optimiste. Et puis, pourquoi pas passer à l'action ensemble. C'est-à-dire que nous, on a un site Internet, voilà, notre site Internet, sur lequel on communique en permanence, sur lequel on organise des webinaires avec des scientifiques du monde entier. Et d'ailleurs, l'idée de commencer à travailler sur le vaccin, elle est venue du fait que dans ISEP Israël, on a décidé de mettre en place une conférence internationale sur le vaccin de un jour ou deux qui sera accessible au grand public et aux professionnels de santé, justement pour donner les réponses. Et en fait, voilà une façon de combattre cette infodémie, c'est de publier les questions et les réponses, de mettre par exemple une page en français, en anglais et en hébreu sur notre site. Et voilà notre site internet que je vous invite à aller voir. Évidemment, pour faire tout ça, on a besoin de volontaires, donc ceux qui veulent venir nous rejoindre seront plus que les bienvenus. On a aujourd'hui quelques volontaires qui nous ont beaucoup aidés à développer le site et à le traduire en hébreu, certaines pages, etc. et à s'occuper de nos newsletters. Alors, si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis, donc c'est normal de penser quel effet secondaire je vais avoir. Si je ne suis que pour moi, que suis-je? C'est-à-dire si je ne pense pas au nombre de personnes que je mets en danger en ne me vaccinant pas. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Voilà, ça c'est pas vraiment nouveau, c'est pas vraiment une révolution, c'était Hillel Hazaken. Alors, vous avez ici mon mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez aussi notre site internet. Si vous voulez poser des questions, à part celles qui vont être posées ce soir, vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions et j'y répondrai autant que possible parce que je pense que ça fait partie de ma mission. Merci beaucoup. Alors, attendez. Encore une dernière question que m'a posée quelqu'un, ça m'a fait trop plaisir de recevoir cette question. Est-ce que je vais me faire vacciner? Alors j'ai eu beaucoup de doutes parce que je me suis demandé, est-ce que je me fais vacciner la première ou est-ce que je vaccine mon mari le premier? Parce que mon mari, il est un peu plus âgé que moi, mais aussi il est beaucoup plus prudent que moi et il est beaucoup plus enfermé que moi. Donc de toute façon, on va se faire vacciner tous les deux. Voilà la réponse. Merci beaucoup. Il y a une question qui revenait souvent ici. Tu as dit que les laboratoires pharmacologiques ne pouvaient pas se faire des problèmes et brûler des étapes. Mais c'est écrit comme ça que les laboratoires ont dégagé leurs responsabilités en France ou dans d'autres pays sur les effets secondaires des vaccins. Et donc, ce serait au pays de payer les pots cassés. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, bon, c'est encore une façon très, je dirais, très raccourcie de présenter les choses. Ce qui se passe, c'est que on va sortir du vaccin parce que comme ça permet d'être moins en prise directe. Par exemple, il y a un fonds qui a été créé, ça c'est quand j'étais encore en France, il y a un fonds de dédommagement des patients quand il y a un problème à l'hôpital. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à faire la preuve qu'il y a eu une erreur médicale, etc., après, il y a évidemment quand même toute une enquête qui est faite, mais il y a un fonds de soutien qui va tout de suite aider
les gens qui sont malades, qui ont attrapé une infection nosocomiale, ou il y a eu une complication. Et donc, en fait, ça permet aux gens d'avoir une entité gouvernementale qui prend immédiatement en charge les patients, et l'enquête est faite sur la responsabilité du laboratoire ou du chirurgien ou de l'hôpital. Ce qui veut dire que si l'hôpital est responsable, ou le médecin ou l'industriel est responsable d'une malveillance, d'une négligence, d'avoir caché quelque chose, alors là, après, cette entité va se retourner contre ce médecin, cette société ou cet hôpital. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette organisation? C'est une façon de dire aux malades, si nous, on est là pour vous soutenir sans que vous ayez à prendre des avocats et à prouver que, et c'est ça ce qui est important. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les pays qui ont donné une autorisation de mise sur le marché, ils prennent une responsabilité, ils assument cette responsabilité en disant, nous, on est là pour vérifier en votre nom, pour la population générale, on est là pour vérifier que tout va bien et on est là pour suivre. Donc, on prend une responsabilité. Ça ne veut pas dire que le laboratoire n'a plus de responsabilité, loin de là. Une autre question? Ok. Merci. Non, il n'est pas question dans des pays démocratiques de rendre la vaccination obligatoire. C'est pour n'importe quelle vaccination, aucune n'est obligatoire. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tenu à faire cette conférence qui m'a demandé énormément de travail et qui est un résumé de centaines d'articles et de congrès auxquels j'ai assisté de plusieurs jours. Voilà, donc ce ne sera pas obligatoire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'était de vous donner des clés pour comprendre. Et après, vous avez chacun la liberté de vous dire, eh ben moi, je préfère attendre, ou bien de penser qu'il faut du recul et ce qui a été exprimé par quelques personnes à propos des laboratoires, de la thérapie génique, etc. Et il faut respecter ce que chacun pense. Je pense qu'il y a quand même une chose très importante à comprendre. Et comme j'ai dit au début, si je ne suis pas pour moi, bien, c'est normal de penser comment se protéger. Mais si je ne suis que pour moi, alors en quoi, en ayant peur et en ne voulant pas me faire vacciner, je mets en danger les autres? Alors, je comprends qu'on puisse avoir des doutes. On n'a pas toutes les réponses. Chacun a besoin d'avoir un niveau de confiance plus ou moins grand. Et je trouve que moi, j'ai un grand niveau de confiance dans la science et dans l'honnêteté des gens avec qui j'ai travaillé depuis des années, et que je sais ce que ça représente comme rigueur et comme travail de fond. Donc, je crois pas en la corruption absolue des autorités et dans le complot d'un monde qui voudrait nous faire prendre des médicaments chers parce qu'il y a un médicament pas cher qui rapporte pas d'argent. Et donc, en fait, ça voudrait dire que les gouvernements de tous les pays préfèrent ne pas nous soigner et donc attendre pour qu'il y ait plus de gens qui meurent. Mais alors, vraiment, vivre dans un monde comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Irène Fermont, je rappelle que vous êtes présidente de ISOP, que ça fait plusieurs mois ISOP Israël. ISOP Israël, que vous travaillez sur ce sujet. Vous organisez chaque mois au moins 2 webinaires avec des conférenciers aussi bien ouverts uniquement au monde médical ou au monde, tout le monde. Vous en faites bientôt en anglais, vous travaillez énormément en anglais, donc tous ceux qui sont intéressés à suivre ce type de conférence très très poussée, très scientifique, allez sur son site, portez vos volontaires pour l'aider à continuer cette information, et vous pouvez suivre d'autres événements qu'elle crée, qui sont majoritairement faits en anglais. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici. En hébreu aussi. Ok.
Merci Je pense beaucoup. qu'on s'arrête ici. C'était formidable. Voilà. Merci. Pour ceux qui en veulent encore un petit peu, il y a le… Non, je peux le mettre et puis les gens partiront, non? L'interview de… je vous propose d'abord de vous dire au revoir à ceux qui voudront partir, de vous souhaiter Chag Sameach pour Hanouka. J'espère avoir apporté quelques lumières de science et sur des faits et des explications. Et en attendant, ceux qui veulent rester, je vais faire passer l'interview de Peter Pitts et de toute façon, on vous enverra le lien pour l'écouter.